Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule Les 120 jours de Sodome, une fois de plus celui par lequel le scandale arrive? Je pense que scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste. Ce que je viens de vous montrer, c'est la dernière interview que le cinéaste Pier Paolo Pasolini a donnée avant d'être assassiné 48 heures plus tard. Cette interview, il l'a donnée dans le cadre d'une projection privée de son dernier film, Salo ou les 120 journées de Sodome. Œuvre considérée comme le film le plus controversé de l'histoire, elle dénonce, à travers la violence et la perversité, une forte haine envers la société de consommation, le pouvoir, la richesse. Et ça dérangeait énormément de personnes hautes placées. Si bien que 2 jours plus tard, le 2 novembre 1975, à Ostie, en Italie, son corps est retrouvé. Il a été tabassé et écrasé par une voiture. Crime politique ou simple fait divers? On va y revenir plus tard. Encore aujourd'hui, Salo ou les 120 journées de Sodome déchaînent les passions de par son contenu subversif. Il y a 2 clans, ceux qui considèrent que c'est un chef-d'œuvre et un grand monument du cinéma, et ceux qui pensent que c'est de la pure merde. Donc, je vais me faire mon propre avis. J'ai trouvé et regardé le film, enregistré ma réaction en direct. Je vais vous décrire ce qui se trouve dans celui-ci sans vous montrer d'images choquantes. Et vous donner mon avis sur l'un des films les plus dérangeants qu'il m'ait été donné de voir. Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma journée, là? C'est la première fois, d'ailleurs, que je vous vois aussi inquiet en ce qui concerne une vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans ce film pour qu'il génère une aussi grosse tension politique et publique depuis 1975? Est-ce que tous les moments extrêmes qu'il contient sont justifiés? Est-ce que c'est bien? Bienvenue dans ce nouvel épisode qui permet de comprendre jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour le cinéma. Bon visionnage. Je m'apprête à visionner l'une des œuvres les plus dérangeantes que je n'ai jamais vues. Les 120 journées de Sodome, c'est un film italien sorti en 1975. Ça tape en plein dans ce qui me fait peur, moi, dans les films et dans la vie, c'est l'être humain. Son imprévisibilité et de savoir jusqu'où il est prêt à aller pour réaliser ses pires délires, ses pires fantasmes. Ce film, c'est en plein ça. Je suis devant le film et j'hésite. Comme d'habitude, avant de regarder les films, je ne me renseigne pas sur l'œuvre en question. Je regarde tout à chaud, comme ça j'ai pas de spoil. J'ai pas non plus de vision de l'auteur. Ça fait en sorte que je me fais moi-même ma propre interprétation du truc. C'est parti. Pour vous la faire courte, les 120 journées de Sodome est en scène 4 hommes très riches qui vont dans un château situé dans la ville de Salo en Italie. À cet endroit, ils choisissent 9 jeunes garçons et 9 jeunes filles et vont les soumettre à leur perversité durant 120 jours. Ces actes seront divisés en 4 cycles. Le vestibule de l'enfer, qui est l'introduction des jeunes à leur nouvelle maison et aux règles, le cercle des passions, où ils vont se faire agresser physiquement et sexuellement, le cercle de la merde, où les matières fécales entreront en jeu, les jeunes seront forcés de manger des excréments, et le cercle du sang, où des tortures et mises à mort seront pratiquées sur les jeunes. Maintenant que vous avez le contexte, c'est parti. Le film commence par l'introduction de ces 4 sadiques. Leurs prénoms ne sont pas mentionnés, uniquement leurs titres. Ils sont donc le président, l'évêque, le juge et le duc. Très tôt dans le film, ils vont épouser leurs filles respectives pour lier leur destin pour toujours. Ça commence déjà de façon très chelou. Ensuite, les 4 enculés vont choisir parmi tout un attirail de jeunes des victimes pour les emmener avec eux. Ils font dénuder 2 garçons. Ils emploient des termes dégradants et vulgaires à leur encontre. Le contexte est lancé. Tu ressens déjà un énorme malaise et éprouves de la haine envers ces 4 merdes. Ils vont emmener les victimes dans un énorme château et ils vont leur dire, en gros, qu'ils n'auront plus jamais de liberté et que le seul sens de leur nouvelle vie est d'être les esclaves qui subviennent à leurs besoins sexuels. Ils subiront des conséquences s'ils ne respectent pas ces règles, comme par exemple, ce gars s'est fait tuer parce qu'il a essayé de s'enfuir. Le groupe entier se fera également raconter des histoires tous les jours qui ont pour seul but de les exciter, parce que oui, il y a également des femmes dans le coup. Alors, je vais vous mettre un petit extrait pour vous montrer, c'est super incroyable. Il sortit de son pantalon un pénis monstrueux. As-tu jamais vu quelque chose de pareil? Maintenant que le contexte est lancé, on va entrer dans le cercle des passions. D'ailleurs, plus t'avances dans le film, plus tout devient pire. Première soirée, une histoire est racontée. Un des 4 enfoirés prend un jeune et l'emmène dans la pièce d'à côté. Il revient énervé car celui-ci n'a pas voulu lui faire une fellation. Il sera donc puni plus tard dans le film. Cette fille essaye de s'enfuir. Elle sera punie et tuée plus tard dans le film. Durant le repas, les serveurs et serveuses sont obligés d'être nus. L'une de celles-ci se fera malheureusement violer devant tout le monde. Pendant ce temps-là, ce mec, qui est le pire des 4 avec sa petite tête de zboob, va montrer son baltrou à tout le monde et va également demander à se faire prendre. Il a l'air super content. Et finalement, les jeunes filles doivent apprendre, devant tout le monde, à pratiquer la masturbation sur un homme.
avec un mannequin. Tout ça, c'est un cauchemar. C'est un petit peu tapine ce que je veux dire. C'est complètement abject, c'est dérangé, c'est dérangeant. Ce que je trouve qui est extrêmement effrayant et plutôt brillant peut-être dans la réalisation, c'est que la direction d'acteur est faite de sorte à ce que malheureusement les victimes n'ont quasi aucune ligne. À aucun moment on est dans leur psyché. On regarde vraiment le film du point de vue des putains de monstres. Et ça accentue encore plus le fait qu'on les prend pas pour des humains, on les prend littéralement pour des esclaves. Si vous êtes déjà mal, dites-vous que ce n'est rien comparé à ce qui s'en vient et ce n'est rien comparé à l'œuvre originale. Parce qu'à la base, cette histoire, c'est un livre. Les 120 journées de Sodome est un roman inachevé écrit par le marquis de Sade lorsqu'il était en prison à la Bastille en 1785. L'ouvrage inachevé a été retrouvé plusieurs années plus tard et a été publié. Je l'ai jamais lu, mais j'ai entendu dire que le film était une version soft du livre. Histoire très libertine qui a été reprise librement par Pier Paolo Pasolini en 1975. Il l'a transformée en dénonciation sociale. Et voilà, ça donne ce qu'on est en train de regarder actuellement. Plus tard, les bourreaux se demandent comment être sûr de reconnaître un garçon d'une fille. Pour ce faire, ils vont masturber un gars et une fille pour être sûr que c'est bien un gars et une fille. Ils vont ensuite les faire se marier avec en témoin tous les autres nus, les faire s'accoupler devant eux et se joindre à la partie. Et pour couronner le tout, il y en a même un qui se pointe et enfonce son pote. Un peu plus tard, les 4 fantastiputes vont ordonner aux victimes d'agir comme si c'était des chiens. Ils vont donc exécuter. Ce film prend littéralement la dignité humaine pour la massacrer dans tous les sens. Ils vont leur faire manger de la nourriture pour chiens. Ils vont dissimuler des clous dans la portion d'une personne et la voir souffrir lorsqu'elle croque dedans, simplement par humour. Je vous épargne quand même quelques détails du film parce que c'est une œuvre qu'il faut vivre pour comprendre. Et si vous ne vous sentez pas capable de regarder ça, ne vous inquiétez pas, avec cette vidéo, vous avez largement assez de détails. Présentement, je trouve que le film est plutôt réalisé de façon intéressante. Pasolini a clairement voulu dire un truc. Je trouve ça pertinent qu'il y ait toujours une certaine distance entre le spectateur et la victime. On est positionné du côté des bourreaux et ça participe vraiment à l'aura malsaine du film. Les répliques des victimes, durant tout le film, ça doit se compter sur les doigts d'une main. On voit toujours l'action de loin, comme si on regardait un spectacle. C'est plutôt cool comme façon de dire la chose. On s'entend que la critique sur la société de consommation est vraiment au centre de l'œuvre. On en veut toujours plus, on n'est jamais rassasié, on essaie toujours d'aller le plus loin possible. Et ce concept s'inscrit dans la recherche incessante de pratiques sadiques et perverses encore plus extrêmes en ce qui concerne les 120 journées de Sodome. C'est aussi un film qui s'inscrit dans le régime fasciste italien. J'y vois aussi un peu une critique sur les gens riches et de pouvoir, leur sentiment de supériorité face aux plus démunis. Pour parler de l'actualité, ça me fait penser à peut-être ce qui aurait pu se passer sur l'île de Jeffrey Epstein ou même au party de Didi ou à Dubaï. On entre à présent dans le 3e cycle de Salo, qui s'intitule Le cercle de la merde. Il commence directement par l'un des riches, qui pose littéralement sa pêche par terre, devant tout le monde, et ordonne à une fille de la manger. Après, ils vont récolter les excréments de tout le monde et en faire un énorme banquet et ordonner à tout le monde de tout manger. Eux aussi en mangent. Ils kiffent. En gros, c'est ça, ils bouffent de la merde. Voilà. Il y en a aussi un qui se fait uriner dans la bouche, mais en tout cas, c'est complètement n'importe quoi. À ce moment-là, je décroche complètement du film. Voilà. Bah, je trouve que ça devient un peu ridicule. Et j'espère que les acteurs, ils ont été payés extrêmement cher pour jouer là-dedans. Plan où le mec a posé sa pêche, j'ai eu un rire nerveux. C'est vraiment un rire de putain, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma journée, là? Je serais très curieux de savoir comment le tournage s'est passé. Petit fun fact, selon les interviews et quelques making-of que j'ai regardés, le tournage s'est ultra bien passé. Une ambiance bon enfant. Certains acteurs disaient qu'entre certaines scènes, ils tapaient des fous rires, voilà, tellement ce qu'ils tournaient était invraisemblable. Après, le reste du film, j'ai trouvé assez long. Dites-vous que là, je suis environ à la moitié. Ça s'éternise. J'aurais pris 1h15, pas plus. Le message sur toujours en vouloir plus est très littéral. Je trouve que ça manque de nuances, ou même de paradoxes. Il y a plein de petits éléments et de détails plutôt bien pensés qui font référence à ça. Mais au final, c'est tellement obvious que ça manque de subtilité, je trouve. Après, Pier Paolo Pasolini, de son vivant, a toujours eu des messages de militantisme très forts, avec des démonstrations très intenses dans ses écrits et dans ses réalisations. Je ne pense pas que ce soit uniquement à cause de ce film-là qu'il a perdu la vie. Je pense qu'il devenait trop dérangeant pour certaines personnes. Personnes qu'il doit certainement dénoncer dans ce que je suis en train de regarder. Le gars qui a été accusé de sa mort, 30 ans après, a fait une sortie médiatique en disant, je cite, « Je suis innocent, je peux aujourd'hui dire la vérité car tous les protagonistes de cette histoire sont morts. J'ai vécu dans la terreur pendant 30 ans, ils étaient 3. Ils ont roué de coups Pasolini en le traitant de sale PD et de sale communiste. L'un d'entre eux me tenait à l'écart. Ils m'ont dit que si je ne me déclarais pas coupable, ils me tueraient ainsi que mes parents. »
Aucune preuve de ce qu'il raconte n'a été fournie et aujourd'hui, il n'y a aucune version unanime sur la mort de Pier Paolo Pasolini. On sait même pas si ces gens-là, admettons que la version soit réelle, on sait même pas si ces gens sont des politiciens, des personnes engagées par les politiciens ou juste des pecnos qui aimaient pas Pier Paolo Pasolini. C'est vraiment frustrant de ne pas savoir. Surtout que cette affaire a été enterrée sous terre. Enfin bref, retournons à la fin du film. Après le super festin, les 4 détraqués continuent de faire souffrir, autant moralement que physiquement, les pauvres jeunes. Ils font, par exemple, un concours du plus beau fessier de l'établissement. Exécuté sera le vainqueur. Ensuite, nous passons au 4e et dernier cycle, le cercle du sang. Scène où les victimes inscrites dans le carnet des punitions depuis le début du film vont subir leurs sanctions. Ça part sur des agressions sexuelles, des mutilations de membres, un gars se fait couper la langue, un autre se fait enlever un œil, des membres intimes vont se faire brûler, des exécutions. En gros, c'est le niveau final de la perversion. Le film est allé jusque-là. Cette séquence est vue au travers des jumelles des bourreaux qui s'échangent leur place pour participer à la fête. Encore une fois, ça accentue la distance qu'on ressent en tant que spectateur vis-à-vis des victimes. L'œuvre se conclut sur 2 soldats, parce que les bourreaux avaient des soldats pour les aider depuis le début, qui se font une petite valse et se racontent leur vie de façon enjouée, pendant que d'autres se font torturer juste à côté. Fin. Alors, quoi dire? Je n'ai pas trouvé ça bien. Voilà. Le rythme était pas super bien géré. Moi, je me suis un petit peu emmerdé. Pas forcément un film qui se regarde et qui s'apprécie. Je trouve que c'est plus un film qui te fait vivre une petite expérience. Finalement, ça ne m'a pas vraiment atteint. J'ai pas trouvé ça hyper incroyable. Je me demande si ça mérite vraiment ce titre du film le plus controversé du monde. Je comprends le message politique qu'il y a derrière et aussi l'assassinat du réalisateur. C'est super abject en termes de contenu. Mais j'ai l'impression qu'il y a pire. Je pense que c'est surtout un plein, voilà, plus qu'uniquement le contenant de l'œuvre. J'avoue que j'ai pas forcément compris pourquoi des gens trouvent que c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est pas parce que du contenu est subversif que ça en fait un monument. J'ai pas trop aimé le film. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Mérite-t-il son titre ou c'est surcoté? Merci de m'avoir écouté. Gros bisous. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.